Le vrombissement de 5 moteurs Harley-Davidson déchira l'après-midi auvergnat comme un coup de tonnerre fendant le ciel. Le gang de motards des Loups de Satan déferla sur le parking de l'armurerie, tir et tradition, dans une symphonie de chrome et de cuir. Leur chef, Rasoir, descendit de sa machine avec la grâce prédatrice d'un homme qui n'avait jamais perdu un combat. 1,90 m de pure menace. 125 kg de muscles balafrés à peine contenus par son gilet en cuir clouté. Il claqua son casque contre le béton et beugla. C'est l'heure d'acheter de nouveaux jouets, les mecs. Sa voix portait la promesse d'une violence qui poussait les gens sensés à traverser la rue et à verrouiller leurs portes. À l'intérieur de la vaste armurerie, Hélène Dubois examinait un HK 416F avec l'attention méticuleuse que la plupart des gens réservent à leurs courses. Du haut de son 1,57 m, elle ressemblait à un moineau au milieu de faucons. Sa blouse médicale bleu pâle flottait sur sa silhouette menue, ses chaussures d'infirmière blanche crissant doucement sur le sol en béton poli. Un sac à main en toile rose pendait à son épaule, et son badge d'hôpital captait la lumière fluorescente, révélant des accréditations du centre de traumatologie que la plupart des clients ne reconnaîtraient pas. Didier, le taureau du fort, le vendeur de 140 kilos dont le ventre à bière tendait son polo comme un ballon de baudruche trop rempli, la dévisagea avec le mépris réservé aux touristes dans les lieux sacrés. « Eh, m'dame, vous êtes perdue ou quoi ?» ricana le taureau, sa voix dégoulinant d'une condescendance assez épaisse pour vous étouffer. « Le salon de manucure, c'est juste en face. Ici, c'est un établissement pour les hommes. » Les ricanements des clients voisins résonnèrent dans le showroom comme des corbeaux se moquant d'une proie blessée. Chaque rire était un clou de plus dans le cercueil de leur humiliation imminente. Ils étaient sur le point de découvrir à quel point ils pouvaient se tromper de manière catastrophique. Et ce dont ils allaient être témoins ébranlerait chaque certitude qu'ils avaient jamais eue sur la force, le courage et l'art mortel d'être sous-estimés. Ils ne savaient pas encore que le calme apparent de cette femme dissimulait une tempête, une expertise forgée dans des creusets qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Son silence n'était pas de la peur, mais de l'évaluation. Ses mains, qui semblaient si délicates, avaient connu le poids d'instruments bien plus létaux que ceux qu'elle tenait. Le magasin, habituellement un sanctuaire de la masculinité où les histoires de chasse et les prouesses au stand de tir étaient échangées comme des devises, allait devenir le théâtre d'une révélation qui changerait à jamais la perception de chacun. Le taureau, dans son ignorance arrogante, continuait de la juger sur son apparence, une erreur fondamentale que beaucoup avant lui avaient commise, souvent pour leur plus grand malheur. Il ne voyait qu'une infirmière, une femme fragile égarée dans un monde de poudre et d'acier. Il ne voyait pas l'ombre furtive qui avait traversé des zones de guerre, ni le prédateur qui se cachait derrière des yeux fatigués par des gardes de 24 heures. Les doigts d'Hélène traçaient les spécifications du HK 416F avec une précision chirurgicale. Son toucher révélait une familiarité troublante avec la construction de l'arme. Elle vérifia la chambre avec un mouvement fluide qui semblait trop exercé pour des mains civiles, testa la détente avec l'assurance de quelqu'un qui comprenait la mécanique intime de la destruction contrôlée. Ses yeux balayaient l'immense showroom en schéma calculé, cataloguant automatiquement les sorties comme un maître d'échecs, cartographiant les mouvements futurs, identifiant les positions de couverture potentielles avec l'efficacité inconsciente de quelqu'un entraîné à survivre en environnements hostiles. Les loups de Satan firent irruption par l'entrée comme un front d'orage fait de chair, leurs bottes tonnant sur le sol en une formation d'une précision militaire, les chaînes en métal cliquetant contre les vestes en cuir, et l'odeur écrasante d'huile de moteur et de menaces à peine contenues remplissant l'air comme un parfum toxique. Rasoir menait la meute avec l'arrogance d'un homme qui n'avait jamais rencontré de conséquences, suivi de serpents, un psychopathe efflanqué aux yeux de requin mort et dont les cicatrices de couteau décoraient ses bras comme des tatouages tribaux, racontant des histoires de violences subies et infligées. Diesel fermait la marche, sa carrure massive faisant paraître même Rasoir modeste, tandis que 2 autres membres du gang les flanquaient, complétant un cercle d'intimidation qui envoyait les clients réguliers se précipiter vers les coins arrière comme des souris fuyant des chats. Le comportement du taureau se transforma instantanément, son mépris pour Hélène remplacé par l'enthousiasme servile d'un homme qui reconnaissait des clients rentables quand il passait sa porte. « Bienvenue à Tir et Tradition, messieurs !» s'exclama-t-il, sa voix portant la gaieté désespérée de quelqu'un dont la commission dépendait du bonheur d'homme dangereux. « Quel genre de puissance de feu puis-je vous montrer aujourd'hui ?» Le contraste dans son traitement était si frappant que c'était comme regarder quelqu'un changer de personnalité en pleine phrase, révélant des abîmes de lâcheté déguisée en sang des affaires. Hélène ajusta son sac médical, la sacoche en cuir semblant pesait plus lourd que sa modeste taille ne le suggérait, et continua son examen méthodique du fusil. Son badge d'hôpital se balançait doucement alors qu'elle bougeait, révélant des codes d'accès restreints que la plupart des civils ne reconnaîtraient pas, ainsi que des désignations de spécialité qui disaient « Centre de traumatologie niveau 5, spécialiste des blessures par balle ». Ces qualifications suggéraient une personne intimement familière avec le genre de dégâts que les projectiles à haute vélocité pouvaient infliger au tissu humain.
Une connaissance acquise par des méthodes qui restaient soigneusement non spécifiées. Thomas Martin, l'employé à temps partiel de 19 ans qui travaillait à l'inventaire près des présentoirs de munitions, se surprit à observer Hélène avec une fascination croissante. Il y avait quelque chose dans son maintien, la façon dont elle se tenait avec une confiance tranquille bien qu'entourée d'hommes qui, collectivement, la dépassaient de plus de 500 kilos, qui déclenchaient des instincts qu'il ne pouvait pas tout à fait articuler. Elle se déplaçait avec la grâce contrôlée de quelqu'un à l'aise avec le chaos, quelqu'un qui avait appris à trouver le calme dans l'œil de tempête qui détruirait des individus de moindre envergure. « Dame, ici c'est pas un atelier de peluche », ricana le taureau, son attention revenant momentanément sur Hélène alors qu'il attendait que les motards parcourent son inventaire. Les femmes n'ont pas besoin de ce genre de puissance de feu. Essayez peut-être la section des bombes lacrymogènes dans l'allée 3. Ces mots étaient conçus pour blesser. Chaque syllabe était conçue pour renforcer sa croyance en l'ordre naturel des choses, où les petites femmes connaissaient leur place et y restaient. La réponse d'Hélène fut de tendre la main vers un catalogue militaire restreint que le taureau gardait derrière le comptoir pour les collectionneurs sérieux. Ses mouvements étaient délibérés et sans hâte. « J'aimerais voir votre inventaire de spécifications OTAN, » dit-elle calmement, sa voix possédant une qualité étrange qui fit lever les yeux de Thomas de son presse-papier. Spécifiquement, tout ce qui est chambré en 7,62 NATO avec des munitions de qualité match capables de maintenir une vitesse supersonique au-delà de 800 mètres. La précision technique de sa demande flotta dans l'air comme la fumée d'armes déchargées, révélant une connaissance que la plupart des civils n'acquièrent jamais par simple intérêt. Serpent laissa échapper un éclat de rire qui ressemblait plus à une hyène découvrant une charogne fraîche. Écoutez cette connasse qui essaie de parler tactique et tout le bordel. Sa tentative grossière d'humour attira des gloussements approbateurs de ses compagnons de gang. Chaque rire était un pas de plus vers le bord de la falaise de leur humiliation qui approchait rapidement. La prochaine fois, elle va nous demander les coefficients balistiques et les calculs de vitesse initiale, comme si c'était une putain d'experte. Mais Hélène fit exactement cela. Sa réponse fut livrée avec l'expertise décontractée de quelqu'un discutant des bulletins météo. Pour une performance optimale à longue portée, il faudrait un coefficient balistique supérieur à 0,57, de préférence avec des poids de grain entre 168 et 175 pour maintenir la stabilité lors de la transition transonique. Les variantes roumaines de l'AK présentent généralement des taux de torsion de rayures différents de leurs homologues russes, ce qui affecte de manière significative la précision avec des projectiles plus lourds au-delà de 300 mètres. Chaque détail technique atterrissait comme de petites explosions dans le magasin soudainement silencieux, révélant des profondeurs de connaissances qui appartenaient aux écoles de tireurs d'élite plutôt qu'aux armureries civiles. Marc Fournier, un vétéran de l'armée aguerrie qui parcourait les munitions de défense dans l'allée voisine, se surprit à prêter une attention plus grande au drame qui se déroulait. La mention désinvolte d'Hélène des coefficients balistiques et des spécifications de rayures déclencha des souvenirs de soldats qu'il avait connus en Afghanistan. De vrais opérateurs qui parlaient le langage technique du tir de précision avec la même fluidité qu'Hélène affichait. Il y avait quelque chose dans sa posture, la façon dont elle se tenait sous une pression croissante qui criait formation militaire à quiconque avait assez d'expérience pour reconnaître les signes. La carrure massive de rasoir projeta une ombre sur Hélène alors qu'il s'approchait. Sa présence irradiait le genre de menace désinvolte qui poussait les gens sensés à chercher leurs clés de voiture et à se diriger vers des lieux plus sûrs. « Petite, tu commences sérieusement à me faire chier », gronda-t-il, sa voix portant des sous-entendus qui promettaient des conséquences pour une défiance continue. « Pose le jouet et dégage d'ici avant de te faire très mal. » Sa main massive se déplaça pour se poser sur l'épaule d'Hélène, la menace implicite étant à peu près aussi subtile qu'un coup de masse en plein visage. Hélène ajusta la trousse de traumatologie spécialisée dans son sac médical, contenant des agents hémostatiques avancés et des instruments chirurgicaux d'urgence initialement développés pour la médecine de champ de bataille, mais désormais standards dans les grands centres de traumatologie. Le défibrillateur compact qu'elle portait comportait des composants de qualité militaire capables de fonctionner dans des conditions extrêmes, offrant des capacités de sauvetage qui se sont avérées inestimables lors de situations d'urgence critiques où l'équipement médical conventionnel pourrait tomber en panne sous le stress ou dans des circonstances hostiles. Le contact déclencha quelque chose de subtil mais d'incontestable dans la posture d'Hélène. Un changement si léger que seul Thomas le remarqua de l'autre côté du magasin. Sa position s'élargit de manière fractionnée, le poids se redistribuant sur la plante de ses pieds comme un chat se préparant à bondir, les épaules s'écarant d'une manière qui suggérait des ressorts enroulés plutôt que de la soumission. Lorsqu'elle se tourna pour faire face à Rasoir, ses yeux sombres avaient une qualité qui fit faire au motard géant un demi-pas involontaire en arrière, bien qu'il ait couvert sa retraite par plus de fanfaronnades et un langage corporel agressif. « Je ne cherche pas les ennuis, » dit Hélène, sa voix maintenant son ton calme et professionnel, bien qu'entourée d'hommes dont le casier judiciaire collectif pourrait remplir des classeurs.
J'essaie juste de faire un achat légitime dans ce que je supposais être un établissement respectable. Elle fit un geste désinvolte vers le Glock 19 à la ceinture de rasoir, sa poignée montrant des motifs d'usure distinctifs qui témoignaient d'une manipulation fréquente et d'un entretien douteux. Bien que je doive mentionner que votre percuteur est probablement usé au-delà des spécifications de service. Ce modèle particulier est tristement célèbre pour ses ratés de percussion après environ 10 000 tirs, surtout avec des amorces plus dures. L'observation frappa rasoir comme un coup physique, son visage s'assombrissant alors qu'il en traitait les implications. Cette brindille de femme avait non seulement identifié son arme dissimulée d'un simple coup d'œil, mais avait diagnostiqué un problème mécanique qui lui causait des ratés intermittents depuis des semaines. Un problème qu'il avait supposé lié à la qualité des munitions plutôt qu'à l'entretien de l'arme. « Comment diable savez-vous ça » exigea-t-il, sa voix portant une nuance dangereuse qui fit que les autres clients se dirigèrent vers les sorties comme des proies intelligentes sentant l'approche de prédateurs. La réponse d'Hélène fut accompagnée par sa manche qui remonta légèrement alors qu'elle attrapait un autre fusil, révélant le bord de ce qui semblait être des cicatrices chirurgicales disposées en motifs géométriques le long de son avant-bras. Les marques étaient trop précises, trop délibérément placées pour être des blessures accidentelles, mais trop nombreuses et systématiques pour être expliquées par une formation médicale normale. Elles suggéraient une histoire écrite dans la douleur contrôlée. Chaque marque représentant des leçons apprises par des méthodes que la plupart des civils ne pouvaient pas imaginer et auxquelles ils ne survivraient pas à expérience professionnelle, répondit-elle simplement, ces mots portant des implications que personne dans le magasin ne voulait examiner de trop près. Les cicatrices disparurent alors qu'elle rajustait sa manche, mais leur brève visibilité avait semé des graines de doute dans des esprits qui commençaient à remettre en question leurs hypothèses initiales sur la femme silencieuse en blouse médicale, qui parlait le langage technique de la guerre avec une fluidité dérangeante. Le taureau décida que ce moment représentait son opportunité de réaffirmer sa domination sur une situation qui lui échappait. « Écoutez-moi bien, ma petite » ricana-t-il, s'avançant vers Hélène avec sa masse de 140 kilos comme un glissement de terrain au ralenti. « Je ne sais pas quel genre de recherche sur Internet vous avez faite, mais ici, c'est le monde réel. De vraies armes pour de vrais hommes qui savent s'en servir. » Il saisit un kalachnikov du présentoir, chambrant une cartouche avec une menace théâtrale avant de le pointeur dans la direction générale d'Hélène. Peut-être que ça vous aidera à comprendre que vous n'avez rien à faire ici. Ce moment aurait dû être le point de rupture d'Hélène, l'instant où les larmes auraient commencé à couler et les excuses à jaillir de ses lèvres comme l'eau d'un barrage brisé. Au lieu de cela, elle devint parfaitement immobile, sa respiration contrôlée et régulière, ses yeux se concentrant sur quelque chose au-delà de la menace immédiate avec le regard vide de 1000 mètres qui appartenait aux gens qui avaient affronté la mort si souvent qu'elle était devenue une vieille connaissance plutôt qu'une étrangère. Marc reconnut immédiatement cette expression, l'ayant portée lui-même lors de combats particulièrement intenses dans la province de Kandahar. C'était le regard de quelqu'un qui calculait des angles et des distances, évaluant les menaces et les opportunités avec la précision froide d'une machine conçue pour la survie. Hélène ne paniquait pas. Elle planifiait. Et cette prise de conscience envoya de l'eau glacée dans les veines de Marc, alors qu'il commençait à comprendre qu'il pourrait être témoin de quelque chose de bien plus significatif qu'un simple harcèlement. La tension dans la boutique devint palpable, chaque seconde s'étirant comme un élastique sur le point de rompre. Les autres clients, sentant le changement d'atmosphère, s'étaient figés, leur conversation murmurée s'éteignant pour laisser place à un silence lourd de menaces. Thomas, le jeune employé, tenait son téléphone, l'instinct lui disant qu'il devait enregistrer ce qui allait suivre, non pas par voyeurisme, mais par un étrange pressentiment que justice ou injustice allait se jouer sous ses yeux. Il sentait que cette femme, Hélène, n'était pas la proie que tout le monde croyait voir. Il y avait en elle une force tranquille, une assurance qui démentait sa petite taille et sa tenue de travail. C'était comme observer un animal sauvage parfaitement camouflé dans son environnement, prêt à révéler sa vraie nature à la moindre provocation. Le taureau, aveuglé par sa propre arrogance, ne voyait que la surface, incapable de sonder les profondeurs qui se cachaient derrière ses yeux sombres et calmes. Il était sur le point de commettre l'erreur de sa vie, une erreur qui ne serait pas seulement humiliante, mais qui pourrait également avoir des conséquences bien plus graves qu'il ne pouvait l'imaginer. 10 000 € que cette petite infirmière ne peut pas toucher une cible mobile à 50 mètres, annonça Rasoir, son orgueil blessé exigeant une forme de victoire qui restaurerait sa réputation endommagée devant son gang. Le pari était conçu pour être impossible, un piège qui leur permettrait de prendre son argent après son échec inévitable, ajoutant l'insulte financière aux blessures physiques et émotionnelles qu'il lui avait déjà infligées. Mais ton argent, où est ta grande gueule, pétasse d'hôpital? Montre-nous ce que tu as dans le ventre ou admets que tu n'es qu'une autre Wanab qui joue à la dure dans la cour des grands. La foule qui s'était rassemblée autour du drame en cours comprenait Marc, dont les soupçons se renforçaient de minute en minute, Thomas avec son téléphone enregistrant discrètement ce qui promettait d'être soit un échec spectaculaire, soit quelque chose de beaucoup plus intéressant,
et plusieurs autres clients qui sentaient qu'il assistait à quelque chose qui serait discuté et débattu pendant des années. L'atmosphère à Tir et Tradition était passée du shopping décontracté au combat de gladiateurs, avec Hélène dans le rôle de la chrétienne jetée aux lions affamés pour le divertissement de foules sanguinaires. La réponse d'Hélène fut de se diriger calmement vers la zone du stand de tir intérieur, ses chaussures médicales faisant de doux bruits de crissement contre le sol poli qui semblait absurdement domestique compte tenu des circonstances et des tensions croissantes. Elle sélectionna une cible du système mécanique automatisé, la programmant pour des schémas de mouvement aléatoires à précisément 50 mètres. La machine s'anima en vrombissant et envoya la silhouette en papier dansé selon des arcs imprévisibles qui mettraient au défi même les tireurs expérimentés opérant dans des conditions idéales. La tension était à son comble, l'air chargé d'électricité statique. Chaque personne présente retenait son souffle, les yeux rivés sur la petite silhouette en blouse bleue qui se tenait avec une assurance déconcertante face à un défi presque surhumain. Le taureau se frottait déjà les mains, imaginant le plaisir de voir cette femme arrogante échouer misérablement. Il ne réalisait pas que le spectacle qui s'apprêtait à se dérouler ne serait pas celui de son humiliation, mais de sa propre chute vertigineuse dans l'abîme de l'incrédulité et de la peur. Pour Hélène, ce n'était pas un jeu. C'était un langage qu'elle connaissait intimement, une danse macabre qu'elle avait exécutée d'innombrables fois dans des théâtres où l'enjeu n'était pas l'argent, mais la vie. Tu sais quoi, putain? La patience de Rasoir céda finalement comme un élastique trop tendu sous trop de pression. Sa main massive jaillit pour saisir les cheveux d'Hélène, ses doigts s'emmêlant dans les mèches sombres alors qu'il se préparait à la traîner vers la porte avec la brutalité désinvolte qu'il avait bien servi dans d'innombrables confrontations précédentes. Il est temps pour toi d'apprendre le respect à la dure. C'est un monde d'hommes, et les petites filles qui ne connaissent pas leur place se font éduquer jusqu'à ce qu'elles comprennent l'ordre naturel des choses. La violence s'intensifia avec une rapidité choquante alors que les membres du gang se déplaçaient pour former leur schéma familier d'intimidation et de contrôle. Serpent se jeta en avant pour bloquer la sortie, son couteau à cran d'arrêt apparaissant dans sa main avec une facilité exercée, tandis que Diesel faisait craquer ses articulations avec des bruits de bois sec qui se brisent. Les autres membres du gang se dispersèrent pour empêcher toute interférence des témoins, créant un cercle de menaces qui avait fonctionné d'innombrables fois auparavant contre des victimes qui manquaient des connaissances et des compétences nécessaires pour monter une résistance efficace. Mais la réponse d'Hélène défia toutes les attentes et brisa toutes les suppositions sur les victimes impuissantes acceptant leur sort. En exactement 0,3 secondes, sa main gauche jaillit vers le haut pour contrôler le poignet de rasoir avec une précision mécanique, tandis que sa main droite lui arrachait son Glock dissimulé de son étui avec des mouvements si fluides qu'il semblait chorégraphiés. La technique de désarmement était d'une rapidité impossible, exécutée avec le genre de mémoire musculaire qui appartenait à quelqu'un entraîné au combat rapproché à des niveaux qui existaient bien au-delà des cours d'autodéfense pour civils. Serpent, voyant son chef soudainement désarmé et déséquilibré, chargea en avant avec un rugissement de rage. Sa lame menant l'attaque dans des coups sauvages conçus pour submerger par la pure agression et l'intimidation. La réponse d'Hélène fut chirurgicale dans sa précision et dévastatrice dans son efficacité. Un seul coup à son plexus solaire, délivré avec assez de force pour le faire tomber sur le sol en béton, haletant pour un air qui ne venait pas, son couteau tombant avec un cliquetis alors que son système nerveux luttait pour traiter le traumatisme. Les autres membres du gang se figèrent sur place, comprenant soudain qu'il assistait à quelque chose de bien au-delà d'une simple bagarre de rue. Pendant la démonstration d'armes, Hélène utilisa du matériel d'entraînement au tir de qualité professionnelle, y compris des accessoires de tir de précision et des systèmes de visée avancés initialement conçus pour les centres d'entraînement des opérations spéciales. Les munitions spécialisées qu'elle sélectionna comportaient des composants de qualité match avec des caractéristiques balistiques optimisées pour une précision extrême, permettant des niveaux de performance qui dépassaient les applications sportives civiles et approchaient les normes opérationnelles militaires que la plupart des gens ne rencontrent jamais en dehors des programmes d'entraînement classifiés. La foule rassemblée autour de la zone de tir avait grossi pour inclure pratiquement tous les clients et employés du magasin. Attirés par la combinaison de tensions croissantes et la promesse d'assister soit à un échec spectaculaire, soit quelque chose de sans précédent dans les 20 ans d'histoire de tir et tradition. Le taureau se positionna de manière à pouvoir collecter l'argent de ce qu'il supposait être l'humiliation inévitable d'Hélène. Tandis que Marc se retrouvait inconsciemment à se mettre au garde-à-vous, ses instincts militaires répondant à des signaux qu'il ne pouvait pas articuler mais qu'il reconnaissait sans aucun doute. « Main gauche uniquement », annonça Hélène calmement, ces mots se propageant dans le silence soudain comme des ondulations sur une eau calme. La déclaration envoya des ondes de choc à travers la foule assemblée, transformant ce qui était déjà considéré comme un défi impossible en quelque chose qui frisait le complètement absurde. Les tireurs droitiers qui tentaient un travail de précision avec leurs mains non dominantes voyaient généralement leur précision diminuer de 70% ou plus, rendant les tirs précis à 50 mètres pratiquement impossibles dans les meilleures conditions. Le rire du taureau roula dans le magasin comme le tonnerre pendant un orage d'été,
Sa masse énorme secouait d'une hilarité sincère, alors qu'il contemplait l'argent facile qui allait lui tomber dans les mains. Ça devient de mieux en mieux, halta-t-il entre deux quintes de rire. Mademoiselle l'infirmière se prend pour la réincarnation d'Annie Oakley. Mesdames et messieurs, vous allez assister à la démonstration de tir la plus courte de l'histoire du Cantal. Et ça, c'est pas peu dire dans une région connue pour son expertise en armement. Mais le rituel de préparation d'Hélène suggérait quelque chose de tout à fait différent d'une confiance excessive d'amateur ou d'un bluff désespéré. Elle examina le fusil de stand avec une précision méthodique, vérifiant chaque composant avec la minutie de quelqu'un dont la vie avait autrefois dépendu de la fiabilité mécanique dans des environnements hostiles. Sa main gauche trouva la poignée avec une familiarité troublante, ses doigts se positionnant avec une mémoire musculaire qui témoignait d'innombrables heures de pratique dans des conditions que la plupart des gens ne pouvaient pas imaginer survivre. Quand Hélène leva l'arme et s'installa dans sa position de tir, Marc sentit son souffle se couper dans sa gorge alors que la reconnaissance le submergeait comme un coup physique. Il avait déjà vu cette position exacte auparavant, dans des briefings classifiés sur des unités d'opération spéciales dont l'existence même était niée par les canaux officiels et dont les capacités existaient dans le domaine de la légende plutôt que des faits documentés. La « prise fantôme », comme l'avaient appelé les instructeurs militaires lors de sa formation avancée, une technique de tir si distinctive et efficace qu'elle servait de signature incomparable pour les opérateurs dont les noms n'apparaissaient jamais dans aucun registre public. Regardez Hélène se tenir là, entourée d'hommes 2 fois plus grands qu'elle qui ne la voyaient que comme une proie à humilier et à détruire, vous fait vous demander ce que vous auriez fait à sa place. Auriez-vous essayé de vous en sortir par la parole ou vous seriez-vous battu contre des chances impossibles? C'est dans ce genre de moment que le caractère se révèle, que la formation prend le pas sur la peur. Hélène n'était plus une infirmière dans une armurerie. Elle était une opératrice dans sa zone de confort, un environnement qu'elle comprenait mieux que quiconque dans cette pièce. Le métal froid de l'arme contre sa peau était une sensation familière, presque réconfortante. Elle n'était pas intimidée, elle était chez elle. Le stand de tir allait devenir son sanctuaire, et ses cibles, la toile sur laquelle elle allait peindre un chef-d'œuvre de compétence et de discipline mortelle. Le premier coup de feu d'Hélène retentit avec une autorité nette qui trancha le bruit ambiant comme une lame dans la soie. La balle trouva le centre de la cible dansante avec une précision chirurgicale qui défiait la physique et la probabilité. Le deuxième coup suivit avant que l'écho du premier ne se soit complètement estompé. Puis un troisième, chaque projectile guidé par une main invisible qui semblait plier les lois de la balistique pour accommoder une précision impossible. Elle ne se contentait pas de toucher une cible mobile avec sa main non dominante. Elle créait des motifs si précis qu'ils ressemblaient au travail d'une machinerie informatisée plutôt qu'à une compétence humaine opérant sous une pression extrême. Les 15 balles qui suivirent tracèrent la forme indubitable d'une tête de mort et de 2 tibias croisés. Chaque trou de balle placé avec le genre de précision mathématique qui nécessitait non seulement un talent de tireur exceptionnel, mais une compréhension de la balistique avancée qui allait bien au-delà de tout ce qui était enseigné dans les cours de tir pour civils ou les séminaires de formation du week-end. Lorsque la fumée se dissipa et que le mécanisme de la cible arrêta son mouvement aléatoire, le silence dans le magasin était si complet que le bourdonnement des néons semblait assourdissant sur fond d'incrédulité stupéfaite. Le téléphone de Thomas avait capturé chaque tir en détail haute définition. La vidéo qui deviendrait plus tard virale sur les plateformes de médias sociaux, montrant non seulement la précision impossible, mais aussi l'aisance décontractée avec laquelle Hélène exécutait des techniques qui appartenaient aux écoles de tireurs d'élite plutôt qu'aux armureries civiles. Les commentaires qui afflueraient du personnel militaire du monde entier reconnaîtraient le style signature, la manière particulière dont elle tenait l'arme, les schémas respiratoires spécifiques qui marquaient les diplômés de programme qui n'existaient officiellement dans aucun registre gouvernemental. Rasoir fixa la cible perforée avec une incrédulité totale. Son cerveau luttant pour traiter ce que ses yeux avaient enregistré et que sa vision du monde ne pouvait pas accommoder. Ce n'était pas de la chance, ni la fortune du débutant, ni le genre d'accident fortuit qui se produit parfois sur les stands de tir quand tout s'aligne parfaitement. C'était l'œuvre d'une professionnelle accomplie, quelqu'un dont la relation avec les armes à feu allait bien au-delà de la familiarité occasionnelle pour entrer dans un territoire que la plupart des gens n'approchent jamais, même dans leurs fantasmes les plus ambitieux. C'était quoi, ce bordel? Murmura-t-il, les mots portant plus d'admiration sincère que de colère pour la première fois depuis son entrée dans le magasin. Ses compagnons de gang se tenaient également abasourdis, leur bravade antérieure s'évaporant comme la brume matinale devant le soleil levant. La dynamique du pouvoir à tir et tradition avait changé si radicalement que même le taureau semblait incertain de son prochain mouvement. Sa masse apparaissant soudainement plus vulnérable que menaçante alors qu'il luttait pour réconcilier ce qu'il avait vu avec tout ce qu'il pensait savoir sur le monde. Marc s'avança avec le maintien d'un vétéran en reconnaissant un autre, au-delà des barrières artificielles de la vie civile. Sa voix portait le respect gagné par une compréhension partagée de ce que signifiait affronter la mort professionnellement. « Madame », dit-il prudemment. Ces mots étaient lourds d'implications qui flottaient dans l'air comme de la cordite.
Où exactement avez-vous appris à tirer comme ça? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans les cours du week-end ou les écoles de tir civil. La réponse d'Hélène fut de commencer à démonter méthodiquement le fusil qu'elle venait d'utiliser, mais pas seulement cette seule arme. Elle se dirigea délibérément vers les vitrines et sélectionna 4 autres armes à feu. Un Kalachnikov, un Glock 19, un fusil à pompe Remington 870 et un fusil de précision PGM EK2. 42 secondes, annonça-t-elle tranquillement, sa voix portant la confiance de quelqu'un énonçant un fait établi plutôt que de faire des affirmations audacieuses. Puis elle commença une démonstration qui serait rejouée des millions de fois sur Internet. Ses doigts se déplaçant à travers de multiples processus de désassemblage simultanément avec une précision mécanique qui défiait les limitations humaines. Les composants se séparaient en une séquence parfaite sur les 5 armes à la fois. Chaque pièce atterrissant dans des arrangements tactiques précisément organisés qui témoignaient d'un entraînement si intensif qu'il avait recablé son système nerveux pour l'efficacité sous pression. Lorsque le chronomètre atteignit exactement 42 secondes, chaque arme à feu était complètement démontée sur le comptoir. Chaque composant disposé en parfait ordre selon des spécifications militaires dont la plupart des civils n'avaient jamais entendu parler. La démonstration ne concernait pas seulement la vitesse. Il s'agissait du genre de familiarité intime avec les systèmes d'armes qui ne pouvaient être acquises que par des années d'entraînement intensif dans des conditions où l'échec signifiait la mort plutôt que l'embarras. 47, dit Hélène calmement. Ces mots si doux que les gens devaient tendre l'oreille pour les entendre malgré le silence complet qui était tombé sur le magasin comme une lourde couverture. Le nombre semblait résonner étrangement dans l'espace confiné, portant un poids que personne ne comprenait tout à fait, mais que tout le monde pouvait sentir peser sur sa conscience comme un front d'orage approchant. C'est le nombre de personnes que j'ai traitées dans des situations de traumatisme impliquant des projectiles à haute vélocité. Elle interrompit son travail, levant les yeux pour croiser ceux de Marc avec une franchise qui confirma ses soupçons croissants sur son passé et sa formation. La plupart d'entre eux étaient ma responsabilité, pas mes patients, continua-t-elle, sa voix portant l'affect plat de quelqu'un rapportant des informations classifiées qui ne pouvaient être discutées en détail, mais qui devaient être reconnues par honnêteté et respect pour les morts. L'aveu frappa la foule assemblée comme un coup physique. Les implications se propageant à travers leur conscience comme des ondulations d'une pierre jetée dans une eau calme. Hélène n'était pas seulement une tireuse d'élite compétente qui travaillait dans le domaine de la santé. Elle était quelque chose de bien plus complexe et dangereux. Un prédateur qui s'était déguisé en proie si efficacement que même les observateurs expérimentés avaient été complètement trompés par sa personnalité civile soigneusement construite. Le son de pas lourd approchant du parking extérieur commença à percer le silence stupéfait, accompagné du tintement distinctif d'un signe militaire et du rythme net de chaussures de ville polies contre le béton. À travers les grandes fenêtres donnant sur la rue, la silhouette incomparable d'une figure en uniforme devint visible, quelqu'un dont le maintien et la présence suggéraient une autorité qui transcendait la juridiction locale et la surveillance civile. Hélène sembla sentir la présence approchante avant même qu'elle ne devienne visible aux autres, sa posture changeant subtilement alors qu'elle se préparait à la révélation qui allait se produire. L'atmosphère à tir et tradition était devenue chargée d'énergie potentielle, comme les moments avant que la foudre ne frappe, lorsque l'air même semble vibrer d'anticipation de la transformation. Tout ce qui s'était passé jusqu'à présent n'était que le prologue de quelque chose de plus grand, quelque chose qui fournirait des réponses à des questions qui ne commençaient qu'à se former dans les esprits, luttant pour traiter des réalités impossibles. Les pas se rapprochèrent, plus distincts, portant le poids de quelqu'un habitué à être obéi sans question. Quelqu'un dont l'arrivée transformerait la compréhension et fournirait un contexte à des mystères qui s'étaient accumulés tout au long de la confrontation. Hélène se tenait au centre de tout cela. Non plus la victime impuissante qu'elle avait semblé être au début, mais quelque chose de bien plus complexe et dangereux que quiconque n'avait pu l'imaginer. La porte s'ouvrit avec la précision mesurée de quelqu'un habitué à faire des entrées qui commande une attention immédiate et absolue. Le commandant Jack Harrison entra dans Tir et Tradition, vêtu d'un uniforme de cérémonie qui témoignait de 32 ans de service distingué. Sa poitrine était décorée de rubans qui racontaient des histoires de conflits dont la plupart des civils n'avaient jamais entendu parler et de campagnes qui n'existaient que dans des rapports d'après-action classifiés. À 58 ans, il se tenait avec la posture raide comme un piquet d'un homme qui avait mené des soldats à travers l'enfer et les avait ramenés vivants. Ses cheveux argentés étaient coupés courts à la militaire et ses yeux gris acier balayaient la scène devant lui avec l'évaluation tactique de quelqu'un entraîné à évaluer les menaces et les opportunités en quelques microsecondes. Harrison se dirigeait vers son véhicule de fonction après une visite de routine pour vérifier les programmes de soutien aux anciens combattants locaux, lorsque le crépitement distinctif d'un tir de fusil de précision attira son attention comme un aimant attire le fer. Le schéma sonore était complètement inapproprié pour un tir récréatif, trop contrôlé et méthodique pour des amateurs du week-end jouant avec des jouets coûteux.
Des années d'expérience de combat dans des théâtres d'opérations classifiés avaient entraîné ses oreilles à distinguer le bruit aléatoire de la signature de quelqu'un qui comprenait les armes comme des instruments chirurgicaux de violence, contrôlés plutôt que comme du matériel de sport. Son regard tomba d'abord sur le système de cible, qui se balançait encore doucement sur son appareil mécanique, et son souffle se coupa dans sa gorge alors que la reconnaissance le submergeait comme un coup physique. Le motif de la tête de mort et des tibias croisés n'était pas seulement un tir précis. C'était une carte de visite aussi distinctive qu'une empreinte digitale pour quiconque avait travaillé dans le monde obscur des opérations classifiées où de telles signatures servaient de communication entre des opérateurs qui n'existaient pas officiellement. Harrison avait déjà vu ce motif exact, gravé dans sa mémoire lors de briefings sur des missions qui n'avaient officiellement jamais eu lieu et sur des agents dont les noms étaient expurgés de chaque document qui reconnaissait leur existence. Puis ses yeux trouvèrent Hélène, et 3 décennies de maintien militaire ne purent empêcher le léger écarquillement de ses yeux alors qu'une reconnaissance impossible inondait sa conscience. La petite femme en blouse médicale tenait un fusil avec la compétence désinvolte de quelqu'un pour qui de telles armes étaient des extensions naturelles de leur volonté, sa posture portant des signatures subtiles qui criaient « formation d'opération spéciale » à quiconque était suffisamment instruit pour les reconnaître. Mais c'était sa position, la manière spécifique dont sa main gauche maintenait la prise fantôme même en position détendue, qui confirma ce que son esprit avait du mal à accepter comme une réalité. « Technique de la prise fantôme », murmura-t-il, les mots tombant dans le silence comme des pierres jetées dans une eau profonde. La technique était théorique pour la plupart du personnel militaire, une légende murmurée dans les cercles du renseignement, supposément perfectionnée par une unité qui existait dans les zones grises entre les opérations militaires reconnues et la négation plausible complète. Harrison avait vu des enregistrements de surveillance classifiés de cette prise utilisée en territoires hostiles, avait lu des rapports d'après-action qui étaient immédiatement enterrés dans des dossiers si noirs qu'ils semblaient absorber la lumière elle-même. Hélène se tourna au son de sa voix et leurs regards se croisèrent à travers le magasin bondé avec la reconnaissance électrique de 2 personnes qui avaient partagé des expériences existant en dehors des limites normales de la compréhension humaine. Pendant un instant qui s'étira comme une éternité, les années s'envolèrent et Harrison se retrouva dans une salle de briefing classifiée au plus profond du Pentagone. Regardant des images de surveillance d'une silhouette se déplaçant à travers des territoires interdits avec une efficacité fantomatique, laissant derrière elle des objectifs accomplis et des menaces neutralisées qui ne mettraient plus jamais en danger les intérêts ou le personnel français. Fantôme 7, souffla Harrison, la désignation portant un poids qui fit que tout le monde dans le magasin se pencha instinctivement en avant pour saisir des mots qui semblaient lourds d'une signification dépassant leur compréhension. Le nom de code flotta dans l'air comme de l'encens dans une cathédrale, sacré et terrible et impossible à ignorer ou à oublier. Mon Dieu, on nous a dit que vous aviez été tué au combat il y a 3 ans pendant l'opération Crépuscule. Votre mort a été confirmée par imagerie satellite et reconnaissance terrestre. La réponse d'Hélène fut un léger sourire qui contenait plus de tristesse que de joie. L'expression de quelqu'un qui avait porté le poids de sa propre non-existence pendant bien trop longtemps en regardant le monde continuer sans elle. Parfois, être mort est le seul moyen de rester en vie, commandant, répondit-elle, sa voix portant des harmoniques qui suggéraient des profondeurs d'expérience que les gens normaux n'exploraient jamais et auxquelles ils ne survivraient pas s'ils le faisaient. L'opération Ombre Nocturne exigeait certains sacrifices qui ne pouvaient être documentés dans les dossiers officiels ou reconnus par les structures de commandement traditionnelles. Le nom de l'opération classifiée frappa Harrison comme un coup physique, confirmant les soupçons qui s'étaient accumulés depuis qu'il avait entendu ces tirs impossibles et reconnu des techniques qui appartenaient aux manuels théoriques plutôt qu'aux démonstrations civiles. On avait murmuré à propos de l'opération Ombre Nocturne dans les plus hauts niveaux du renseignement militaire. Un programme si classifié que son existence même était niée par des gens qui reconnaissaient régulièrement la réalité de la recherche extraterrestre et des expériences de voyage dans le temps. L'histoire officielle était que cela n'avait jamais eu lieu, que toutes les rumeurs sur des agents infiltrés menant des opérations humides dans des territoires interdits étaient les fantasmes de théoriciens du complot et de paranoïaques d'Internet. Mais Harrison savait mieux, car il avait été celui chargé de fournir un soutien logistique à des agents qui n'existaient pas officiellement, déplaçant des fournitures et du personnel pour des missions qui n'étaient jamais consignées dans aucun système d'enregistrement. Il avait regardé des flux satellites en temps réel d'opérations qui défiaient la croyance, menés par des individus dont les compétences se situaient quelque part au-delà du spectre humain normal des capacités et dont les profils psychologiques suggéraient qu'ils avaient été brisés et reconstruits selon des spécifications qui repoussaient les limites de ce que la conscience humaine pouvait endurer. Le maintien militaire de Harrison prit le contrôle absolu, supplantant 20 ans de vie civile alors qu'il se mettait au garde-à-vous avec des mouvements si nets qu'il semblait plier la réalité autour d'eux. Sa main vola à son front dans un salut qui portait tout le respect et la reconnaissance que le service d'Hélène avait mérité mais jamais reçu par les canaux officiels. Fantôme s'est confirmé vivante et opérationnelle, annonça-t-il, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi sans question ni hésitation. Tout le personnel, garde à vous.
Vous êtes en présence d'une récipiendaire de la Légion d'honneur. Cérémonie classifiée. Opération de niveau noir. L'effet fut immédiat et électrique, comme un éclair frappant dans un ciel clair. Chaque personne dans le magasin, qu'elle comprenne le protocole militaire ou non, sentit la puissance de ce moment déferler sur elle. Le poids de la reconnaissance officielle accordée à quelqu'un qui avait opéré dans des ombres si profondes que la reconnaissance avait été impossible jusqu'à cet instant précis. Le téléphone de Thomas a tout capturé. Les images qui deviendraient plus tard la vidéo de reconnaissance militaire la plus regardée de l'histoire d'Internet, partagée par des vétérans du monde entier qui reconnaissaient le respect authentique et l'héroïsme véritable lorsqu'ils en étaient témoins. Le visage de Didier Le Taureau était passé de pâle à cendré, la couleur s'écoulant si complètement qu'il ressemblait à un homme qui venait de voir son propre certificat de décès signé de sang. La réalisation qu'il avait craché sur le sol devant une héroïne de guerre décorée, qu'il avait pointé une arme sur quelqu'un dont le dossier de service faisait passer ses propres fantasmes de guerrier du week-end pour des jeux d'enfants, envoya des vagues de nausées rouler dans son énorme ventre comme des déchets toxiques cherchant un exutoire. Rasoir et son gang se retrouvèrent à reculer d'Hélène comme si elle s'était soudainement enflammée de manière radioactive, leur bravade antérieure s'évaporant comme de l'alcool dans la chaleur du désert sous le soleil brûlant de la réalité. Ces hommes qui avaient bâti leur réputation sur la violence et l'intimidation comprirent soudain qu'ils étaient en présence de quelqu'un dont la relation avec la violence existait dans un univers entièrement différent de leur brutalité de rue. Quelqu'un entraîné à donner la mort avec une précision chirurgicale plutôt qu'une intimidation grossière. 47 éliminations confirmées à travers 6 opérations classifiées, continua Harrison, sa voix portant le poids du dossier officiel et de la vérité documentée qui avait été enterrée dans des fichiers si classifiés que leur existence était théorique même pour la plupart des professionnels du renseignement. 0 victime civile sur toutes les opérations. Opération Ombre Nocturne, Opération Tonnerre Silencieux, Opération Marcheur Fantôme, Opération Phénix Sombre, Opération Lune de Sang, Opération Rideau Final. Chaque nom de mission tombait comme des coups de marteau sur la conscience de toutes les personnes présentes, brossant le tableau d'un service qui dépassait la compréhension des citoyens normaux qui n'avaient jamais fait face à de tels choix. Le passé médical d'Hélène prit soudain un sens terrible des parfaits pour toutes les personnes présentes, comme les pièces d'un puzzle complexe qui s'emboîtait enfin. Une chirurgienne traumatologue spécialisée dans les blessures par balle n'était pas seulement quelqu'un qui réparait les dommages causés par d'autres. Dans son cas, cela représentait quelqu'un qui comprenait les vulnérabilités du corps humain des deux côtés de l'équation, qui pouvait infliger des blessures précises avec la même expertise qu'elle utilisait pour guérir des traumatismes qui auraient dû être mortels dans des circonstances normales. Marc s'avança avec le maintien d'un guerrier montrant du respect à un autre, au-delà des barrières artificielles que la vie civile érigeait entre ceux qui avaient servi dans des capacités classifiées. « Madame », dit-il avec la révérence que les vétérans réservaient aux légendes dont ils avaient entendu parler à voix basse dans des salles de briefing sécurisées. 43 membres de mon bataillon sont passés par votre unité de traumatologie pendant le déploiement de Kandahar. Chacun d'entre eux a survécu à des blessures qui auraient dû être mortelles parce que vous saviez exactement où couper et exactement comment arrêter des hémorragies que la médecine conventionnelle ne pouvait pas gérer. Le silence qui suivit fut rompu par le son des genoux de Didier Le Taureau heurtant le sol en béton comme des sacs de grains tombant de haut, sa masse énorme s'effondrant alors que tout le poids de ses actions s'abattait sur lui comme une avalanche de conséquences qu'il n'avait jamais considérées possibles. « S'il vous plaît », murmura-t-il, sa voix portant toute la terreur d'un homme qui comprenait soudain qu'il avait joué avec des forces dépassant sa compréhension ou son contrôle. « Oh mon Dieu, je ne savais pas. Personne ne me l'a dit. S'il vous plaît, ne les laissez pas me faire de mal. » Hélène baissa les yeux sur l'homme recroquevillé avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié mêlée à un détachement professionnel. L'expression de quelqu'un qui avait vu trop de mal véritable pour gaspiller une précieuse énergie émotionnelle sur la simple ignorance et la stupidité civile. « Vous ne saviez pas parce que la sécurité opérationnelle exigeait ce niveau de compartimentation, » dit-elle calmement, ces mots portant le poids de quelqu'un qui avait passé des années à perfectionner l'art d'être invisible tout en opérant au vu et au su de tous. Le moyen le plus efficace de maintenir une couverture profonde est de devenir exactement ce que les gens s'attendent à voir. Rien de plus et rien de moins. Rasoir retrouva sa voix, bien qu'elle sortît comme un croassement rauque qui ne ressemblait en rien à sa fanfaronnade et à sa bravade criminelle antérieure. « Madame, je veux dire, madame, je veux dire. » Il lutta pour trouver des mots adéquats à la situation qu'il avait créée, son vocabulaire de violence et d'intimidation étant complètement inadéquat pour exprimer le genre de regret qui le consumait comme de l'acide. Comment pouvons-nous réparer ça? Comment pouvons-nous réparer ce que nous avons fait? La réponse d'Hélène fut de commencer à nettoyer méthodiquement les armes avec lesquelles elle avait fait sa démonstration, ses mouvements précis et économiques, se donnant le temps de réfléchir à ses mots tout en maintenant le genre de discipline avec les armes qu'il avait maintenu en vie à travers des opérations qui n'existaient que dans des fichiers cryptés. « Vous réparez ça en apprenant de cette expérience, » dit-elle finalement, sans lever les yeux de son travail.
Vous réparez ça en comprenant que chaque personne que vous rencontrez pourrait porter des fardeaux que vous ne pouvez pas imaginer, mener des batailles que vous ne pouvez pas voir, servir des objectifs qui transcendent votre compréhension limitée du fonctionnement réel du monde. Harrison observa l'échange avec la satisfaction d'un commandant voyant enfin ses soldats recevoir la reconnaissance qu'ils avaient méritée par le sacrifice et le sang versé au service de mission qui ne pourrait jamais être reconnu publiquement. Hélène a sauvé plus de vies françaises que n'importe quel autre opérateur dans l'histoire des opérations spéciales, annonça-t-il à la foule assemblée, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui avait lu les rapports d'après-action classifiés et connaissait le véritable coût des libertés que les civils tenaient pour acquises. Elle a accompli cela tout en maintenant une couverture si profonde que son propre gouvernement ne pouvait pas reconnaître son existence sans compromettre les opérations en cours et les futurs agents. La suite des événements exigea d'Hélène qu'elle gère la situation en utilisant des techniques avancées de résolution de conflits et des systèmes de communication spécialisés initialement développés pour les opérations de désescalade militaire en territoires hostiles. L'équipement de documentation de qualité professionnelle utilisé pour enregistrer les dépositions des témoins a fourni des capacités de preuve en haute définition qui ont permis un rapport d'incident complet et une documentation juridique pour les procédures d'enquête ultérieures qui détermineraient les conséquences appropriées pour les violations civiles de la dignité du personnel militaire. La vidéo de Thomas avait déjà été téléchargée simultanément sur plusieurs plateformes de médias sociaux. Les images se propageant sur Internet avec une vélocité virale qui défiait toute explication algorithmique et suggérait une coordination par des services de renseignement surveillant la situation. En quelques heures, elle accumulerait des millions de vues, avec des commentaires affluents du personnel militaire du monde entier qui reconnaissait l'héroïsme authentique lorsqu'ils en étaient témoins et comprenaient la signification de voir un opérateur fantôme révélé dans un contexte civil. Les conséquences pour Didier Le Taureau arrivèrent avec une efficacité rapide et impitoyable qui témoignait d'une coordination entre les systèmes de justice civile et militaire. Le propriétaire du magasin, surveillant la situation via des caméras de sécurité et recevant des mises à jour en temps réel de la liaison fédérale, mit fin à l'emploi de Didier par un message texte crypté avant même que la vidéo n'ait terminé sa séquence de téléchargement initiale. Le soir même, Didier se retrouverait au chômage et inemployable au sein de la communauté des armes à feu. Sa réputation était si complètement détruite que même les bourses aux armes clandestines n'accepteraient pas ses demandes d'espace de vente ou de postes de sécurité. Rasoir et les loups de Satan firent face à leur propre jugement, alors que les bases de données fédérales mettaient à jour leur profil avec de nouvelles classifications qui les suivraient pour le reste de leur vie. La combinaison de leur comportement violent capturé en vidéo haute définition et de leur humiliation complète aux mains d'une infirmière de traumatologie d'1,57 m créa une tempête parfaite qui détruisit leur crédibilité dans le monde criminel qu'ils avaient autrefois dominé par la peur et la brutalité. En 72 heures, Rasoir quitterait discrètement le pays. Son gang se dissolvant comme de la fumée dans un vent d'ouragan, alors que les membres cherchaient d'autres affiliations plutôt que d'affronter le ridicule associé au fait d'avoir été corrigés par quelqu'un qu'ils avaient rejeté comme une proie sans défense. Hélène continua son entretien méthodique des armes de démonstration, chaque mouvement précis et économique. Tandis qu'autour d'elle, la dynamique sociale du magasin continuait de changer et d'évoluer en réponse à des révélations qui transformaient la compréhension de la réalité de chacun. Marc s'approcha avec le maintien respectueux d'un vétéran s'adressant à un autre, par-delà les liens invisibles qui reliaient ceux qui avaient servi dans des capacités classifiées. Thomas documenta tout avec l'enthousiasme de quelqu'un qui comprenait qu'il était témoin de l'histoire en temps réel. Et Harrison se tenait en garde protectrice comme un grand frère, enfin capable de reconnaître l'existence et les réalisations de sa sœur. « La DGSE vous veut de retour », dit Harrison calmement. Ces mots étaient destinés aux seules oreilles d'Hélène, mais ils traversèrent le silence soudain du magasin comme les cloches d'une église annonçant des événements importants. L'opération Tonnerre silencieux est réactivée avec des paramètres étendus. Ils ont besoin de quelqu'un avec votre ensemble de compétences spécifiques pour des actifs de grande valeur opérant dans des territoires interdits où le soutien militaire conventionnel est impossible. L'offre flotta dans l'air comme la fumée d'armes déchargées, lourde d'implications et de possibilités qui remodèleraient tout l'avenir d'Hélène. La pause d'Hélène dans sa routine de nettoyage était presque imperceptible, juste une hésitation momentanée dans le rythme de ses mouvements qui suggérait le poids énorme des décisions qui pourraient modifier la trajectoire de plusieurs vies et opérations. « J'ai choisi de guérir, Jacques », répondit-elle, sa voix portant la finalité tranquille de quelqu'un qui avait déjà mené cette bataille interne avec elle-même et était parvenue à une conclusion après une réflexion approfondie sur les coûts et les avantages. J'ai vu assez de morts, causé assez de morts, participé à assez d'opérations qui se sont soldées par des familles recevant des drapeaux pliés et des lettres de notification. Maintenant, je veux juste sauver des vies et réparer les dégâts plutôt que d'en créer. Le choix représentait quelque chose de plus grand que la préférence personnelle ou l'avancement de carrière, incarnant la lutte éternelle entre le service au pays et le service à l'humanité, entre les compétences spécialisées qui pouvaient mettre fin à des vies avec une précision chirurgicale et les connaissances médicales qui pouvaient préserver la vie contre des obstacles écrasantes.
Hélène avait maîtrisé les deux arts avec une égale facilité, s'était montrée capable de donner la mort avec une précision mathématique et de guérir des traumatismes qui auraient dû être fatals selon la sagesse médicale conventionnelle. Harrison hocha la tête avec la compréhension de quelqu'un qui avait parcouru des chemins similaires et fait face à des choix comparables tout au long de sa propre carrière, reconnaissant que certaines décisions ne pouvaient être précipitées et que certaines blessures nécessitaient du temps pour guérir, même pour se former à la médecine de champ de bataille avancée. L'offre reste valable indéfiniment, dit-il simplement, reconnaissant que les guerriers du calibre d'Hélène opéraient selon des échéanciers et des considérations différents de ceux du personnel militaire conventionnel. Votre pays aura toujours besoin d'opérateurs avec vos capacités et votre expérience. Marc s'avança avec la timidité de quelqu'un faisant une offre importante à un supérieur dont le dossier de service existait dans des classifications auxquelles il n'avait jamais été autorisé à accéder. Madame, je dirige une académie de formation tactique pour les forces de l'ordre et les contractants militaires qui ont besoin d'une instruction spécialisée en guerre urbaine et en technique de contre-terrorisme. Si jamais vous souhaitez partager vos connaissances sans retourner à un statut opérationnel actif, je considérerais comme un honneur de vous avoir dans notre équipe d'instruction. La proposition offrait un terrain d'entente entre la vie civile complète et le service militaire à plein temps, un moyen pour Hélène de transmettre son expertise sans retourner dans le monde des opérations classifiées et des missions interdites. La réponse d'Hélène fut un hochement de tête réfléchi, le genre de reconnaissance qui suggérait une véritable considération plutôt qu'un rejet poli des opportunités civiles. L'enseignement a une valeur significative, songea-t-elle, le mot portant des possibilités qui semblaient résonner avec quelque chose de profond dans sa psyché qui avait été dormant pendant ses années de service opérationnel. Il y a du mérite à préparer les autres, à leur donner des compétences et des connaissances qui pourraient les ramener vivants de situations où la formation conventionnelle se révélerait inadéquate. Thomas s'approcha avec l'énergie nerveuse de quelqu'un sur le point de faire une demande qui pourrait être refusée, mais qu'il se sentait obligé d'exprimer quand même, son téléphone enregistrant toujours, mais tenu nonchalamment à ses côtés en reconnaissance de la gravité du moment. « Madame, envisageriez-vous peut-être de donner des cours spécialisés ici au magasin pour les femmes, je veux dire, et d'autres personnes qui se sentent intimidées par les environnements de formation aux armes à feu traditionnelles ?» Il fit un geste vague vers le magasin qui les entourait, englobant tout, de l'atmosphère masculine aux attitudes qui avaient été affichées plus tôt. De vraies compétences tactiques, pas seulement du tir récréatif. La suggestion frappa Hélène avec une force visible. Le concept semblait cristalliser des possibilités qui flottaient indéfinies dans sa conscience, comme des fragments d'un puzzle cherchant leur agencement correct. Formation tactique pour femmes avec des applications réelles, dit-elle lentement, goûtant le concept comme un vin évalué pour son millésime et son potentiel. Pas seulement le tir ou la sécurité de base, mais des compétences complètes, y compris la conscience de la situation, l'évaluation des menaces, le positionnement défensif et la préparation psychologique aux rencontres au stress. Sa voix gagna en force et en enthousiasme à mesure que l'idée se développait, révélant une passion qui avait été absente de ses réponses antérieures à d'autres opportunités et suggestions. Le concept semblait puiser dans quelque chose de fondamental à son identité et à son but qui transcendait les simples considérations de carrière ou les préférences personnelles. Harrison observa la transformation avec la satisfaction d'un commandant voyant son soldat découvrir une nouvelle mission digne de ses compétences et de son expérience exceptionnelle. La Fondation Fantôme 7, suggéra-t-il, le nom apparaissant entièrement formé comme s'il y avait réfléchi pendant des années pendant qu'Hélène opérait sous couverture profonde. Soutenir les femmes vétérans en transition vers la vie civile, enseigner aux femmes civiles de réelles compétences de survie qui vont au-delà de l'autodéfense conventionnelle, combler le fossé entre l'expertise militaire et l'application civile par une instruction pratique. Le sourire d'Hélène fut la première expression véritablement heureuse qu'elle avait arborée depuis son entrée à Tir et Tradition, transformant son visage de simplement attrayant à véritablement radieux de but et de possibilités. La Fondation Fantôme 7, répéta-t-elle, les mots portant le poids d'un impact potentiel et d'un service significatif. J'aime beaucoup le son de ce concept. La transformation de l'atmosphère du magasin était complète. La tension et l'hostilité antérieure furent remplacées par quelque chose qui approchait la révérence, alors que les gens traitaient ce dont ils avaient été témoins et comprenaient qu'ils avaient été présents pour quelque chose dont on se souviendrait et dont on discuterait pendant des décennies. Hélène n'était pas seulement une tireuse d'élite compétente ou même une vétéran décorée. Elle était une légende vivante qui avait marché parmi eux sans être reconnue, quelqu'un dont les histoires seraient racontées dans des conversations chuchotées à travers les communautés militaires et du renseignement pendant des générations. Alors que l'excitation immédiate commençait à se calmer pour ressembler à une interaction humaine normale, Hélène continuait son entretien méthodique des armes de démonstration. Chaque mouvement était précis et économique, tandis que son esprit traitait les événements et les possibilités qui avaient émergé de ce qui aurait dû être une simple sortie de shopping civil. Les armes dans ses mains représentaient son passé opérationnel.
Les compétences qui avaient été forgées dans des feux classifiés et trempées dans le sang versé pour des missions qui ne pouvaient être reconnues. Tandis que les conversations autour d'elle pointaient vers un avenir qui pourrait lui permettre d'utiliser ces mêmes compétences pour la guérison et la protection, plutôt que pour l'élimination et la destruction. Le propriétaire du magasin sortit de son bureau, ayant surveillé toute la confrontation via des caméras de sécurité tout en recevant des mises à jour en temps réel des liaisons fédérales qui avaient été alertées de la présence d'un agent classifié dans un contexte civil. Son visage portait l'expression de quelqu'un qui venait de réaliser que son établissement était devenu le site d'une légende d'Internet et d'une potentielle importance historique. « Madame », dit-il avec un respect sincère qui transcendait les considérations commerciales. « Tout ce que vous voulez dans ce magasin est à vous, sans frais. Et si vous êtes sérieuse au sujet de ces cours de formation spécialisés, nous serions honorés de les accueillir et de fournir toutes les installations dont vous aurez besoin. » La réponse d'Hélène fut un hochement de tête gracieux, la reconnaissance de quelqu'un habitué à ce que son expertise soit appréciée, mais peu habitué à une telle reconnaissance publique après des années à opérer dans un anonymat complet. « Je devrais développer un programme complet, » dit-elle, son esprit travaillant déjà sur les aspects pratiques de la traduction de la formation des opérations spéciales en compétences applicables aux civils sans compromettre les techniques classifiées ou la sécurité opérationnelle. Une véritable instruction tactique, pas seulement les fondamentaux du tir. Comment penser et opérer comme quelqu'un qui pourrait ne pas rentrer de chaque rencontre. Les implications de cette déclaration s'abattirent sur la foule assemblée comme des ombres du soir, rappelant à tous les présents que la femme devant eux avait opéré dans un monde où chaque décision avait des conséquences de vie ou de mort, où les erreurs n'étaient pas seulement des revers embarrassants, mais des erreurs fatales qui entraînaient l'échec de la mission et des rapports de perte. L'expertise d'Hélène n'avait pas été acquise lors de stages de week-end ou de compétitions de tir civil. Elle avait été forgée dans des territoires interdits, où l'échec signifiait que des familles recevraient des drapeaux pliés et des lettres soigneusement formulées n'expliquant rien tout en impliquant tout. Alors qu'Hélène terminait sa routine d'entretien et se préparait à retourner à la vie civile, Harrison s'approcha avec un mélange de fierté, d'inquiétude paternelle et de respect professionnel acquis au travers d'expériences partagées sur des théâtres d'opérations classifiés. « Hélène », dit-il calmement, sa voix portant des sous-entendus qui suggéraient des années d'inquiétude et de culpabilité pour des soldats qu'il n'avait pas pu reconnaître ou soutenir par les canaux officiels. « Pour ce que ça vaut, je suis fier du choix que tu fais. Parfois, la plus grande victoire est de choisir de ne pas se battre quand se battre serait plus facile que de guérir. » La réponse d'Hélène fut un sourire qui portait des profondeurs de sens et la reconnaissance d'expériences partagées que la plupart des gens ne pourraient jamais comprendre ou survivre s'ils les rencontraient. « La guerre ne se termine pas quand on rentre à la maison, Jacques, » dit-elle doucement. Ces mots révélaient des couches de vérité sur les batailles invisibles que les vétérans livraient longtemps après la fin de leur service officiel et le retrait de leur nom des listes actives. Elle se transforme simplement en quelque chose avec quoi tu dois vivre chaque jour. Enseigner aux autres pourrait être ma façon de faire la paix avec les exigences opérationnelles qui ont façonné ce que je suis devenu. La conversation fut interrompue par l'arrivée d'équipes de nouvelles locales, attirées par les reportages sur les réseaux sociaux faisant état d'un événement extraordinaire à tir et tradition et par la propagation virale des images de Thomas sur plusieurs plateformes simultanément. L'expression d'Hélène changea immédiatement. La personnalité publique soigneusement construite qu'elle avait portée pendant des années se réaffirma alors qu'elle se préparait à redevenir invisible, malgré l'impossibilité de retourner à un anonymat complet après une telle exposition publique. « Je devrais revenir aux paramètres opérationnels normaux, » dit-elle, sa voix portant la lassitude de quelqu'un qui avait passé des années à éviter exactement ce genre d'attention et de surveillance publique. La perspective d'une enquête des médias sur son passé et ses activités actuelles représentait des complications qui pourraient compromettre les opérations en cours et mettre en danger des agents opérant toujours dans des positions d'infiltration profondes dans le monde entier. Harrison s'interposa entre Hélène et les caméras qui approchaient avec l'instinct protecteur d'un commandant protégeant ses soldats d'une exposition inutile à des menaces qui pourraient compromettre leur efficacité et leur sécurité. « Pas de questions, pas d'interview, pas d'enquête », annonça-t-il aux équipes de presse, sa voix portant suffisamment d'autorité pour faire une pause aux journalistes expérimentés en plein milieu de leur approche et les faire reconsidérer leur stratégie. Cette femme a servi son pays avec distinction d'une manière que vous ne pouvez pas rapporter et que vous ne seriez pas autorisé à imprimer si vous pouviez accéder aux informations classifiées. Hélène profita de la diversion pour se glisser vers la sortie arrière. Son mouvement était si fluide et professionnellement exécuté que la plupart des gens ne remarquèrent son départ que lorsqu'elle fut déjà partie, ayant activé les mêmes protocoles d'invisibilité qui l'avaient maintenue en vie pendant des années d'opérations interdites. Seul Thomas, enregistrant toujours sur son téléphone, capta ses derniers moments dans le magasin, documentant la façon dont elle semblait se fondre dans le bruit de fond, même entourée de gens qui savaient exactement qui elle était et ce qu'elle avait accompli. Mais avant qu'Hélène ne puisse achever son extraction, Harrison l'intercepta à la porte arrière, portant 2 enveloppes scellées qui semblaient se matérialiser depuis des lieux de stockage sécurisés avec l'efficacité de quelqu'un entraîné à la manipulation de documents secrets.
Le Pentagone veut une réponse dans les 72 heures, dit-il, lui tendant la première enveloppe, qui portait des sceaux officiels et des classifications qui indiquaient clairement qu'il ne s'agissait pas d'une demande, mais d'un rappel formel au service actif. Et celle-ci vient de l'hôpital universitaire de Clermont-Ferrand. Chef du service de traumatologie. Votre propre unité. Autonomie complète sur le personnel et les procédures. Hélène accepta les 2 enveloppes avec la manipulation soignée qu'elle méritait, comprenant que chacune représentait une trajectoire future complètement différente. Des chemins séparés qui définiraient non seulement sa carrière, mais son identité fondamentale pour les années ou les décennies à venir. Le poids de la décision était palpable. Le choix entre retourner dans le monde des opérations classifiées ou embrasser une vie civile qui pourrait réellement lui permettre de guérir de ses propres blessures psychologiques tout en aidant les autres à se remettre des leurs. « Que choisirais-tu » demanda-t-elle à Harrison, sa voix portant une incertitude sincère pour la première fois depuis le début de la confrontation, révélant des profondeurs de confiance et de vulnérabilité qui les surprirent tous les deux. La question reconnaissait que certaines décisions étaient trop importantes pour être prises sans le conseil de quelqu'un qui comprenait les pleines implications et conséquences de chaque option. La réponse de Harrison vint sans hésitation, portant la sagesse de quelqu'un qui avait passé des décennies à équilibrer le service à la nation contre le coût psychologique personnel et les relations familiales. Je choisis l'option qui te permet de dormir sans cauchemar et de te réveiller en attendant avec impatience la journée à venir, dit-il calmement. Ces mots révélaient ses propres luttes continues avec les blessures invisibles que tous les opérateurs classifiés portaient comme des éclats d'obus logés trop profondément pour une ablation chirurgicale. Nous avons assez donné aux ténèbres, Hélène. Peut-être qu'il est temps de choisir la lumière et de voir à quoi ressemble la guérison quand c'est notre mission principale plutôt qu'une considération secondaire. Hélène hocha la tête pensivement, glissant les 2 enveloppes dans son sac médical à côté de l'équipement qui avait autrefois servi à guérir des blessures qu'elle avait aidé à créer pendant les phases opérationnelles. Le symbolisme ne leur échappa pas. La juxtaposition du passé et du futur existant côte à côte dans l'espace pratique de la trousse professionnelle d'une chirurgienne traumatologue. 3 semaines plus tard, Hélène se tenait dans la salle de repos du CHU de Clermont-Ferrand. Les 2 enveloppes toujours non ouvertes sur la table devant elle, comme des choix de patients attendant une décision finale. L'offre de la DGSE restait classifiée et urgente, accompagnée d'incitations supplémentaires arrivées par des canaux sécurisés. Tandis que la promotion de l'hôpital se trouvait à côté, représentant la guérison plutôt que le déploiement opérationnel. Son téléphone vibra avec un message texte de Harrison. « Votre pays a besoin de vous, maintenant plus que jamais. » Hélène prit plutôt son blouse blanche de médecin. Le vêtement hospitalier représentant la protection et la guérison plutôt que la destruction et l'élimination. Le salut plutôt que la terminaison d'actifs hostiles. Elle écrivit sur l'enveloppe de la DGSE avec une écriture chirurgicale précise qui reflétait des années de documentation médicale. « Je choisis de guérir plutôt que de nuire. » Puis elle franchit les portes du bloc de traumatologie où une victime par balle avait besoin de quelqu'un qui comprenait à la fois la mécanique de la violence et l'art délicat de la réparation. Quelqu'un qui pouvait sauver des vies avec la même précision qu'elle avait autrefois utilisée pour y mettre fin. Mais quelque part dans un dossier classifié de la DGSE, enterré dans des serveurs qui n'existaient pas officiellement, son nom reste signalé comme actif et disponible, attendant patiemment le jour où Fantôme 7 pourrait être de nouveau nécessaire pour des missions qui exigent sa combinaison unique d'expertise médicale et de capacité opérationnelle. Le dossier comprend une note manuscrite de Harrison. L'actif a choisi la guérison plutôt que la chasse, mais conserve toutes ses capacités. Recommande une surveillance pour une activation future si les circonstances exigent son ensemble de compétences spécifiques. Chaque guerrier fait finalement face au même choix. Continuer à mener des guerres qui ne finissent jamais vraiment, ou commencer à guérir les blessures qu'elle laisse derrière elle, en eux-mêmes et chez les autres. Hélène a choisi son champ de bataille, comprenant que la vraie victoire exige parfois de déposer les armes plutôt que de les prendre. Sa décision se propagea à travers d'innombrables vies qu'elle toucherait dans les salles de traumatologie et les centres de formation, enseignant aux autres que la force pouvait se manifester par la compassion aussi puissamment que par la violence contrôlée. La Fondation Fantôme 7 est devenue sa nouvelle mission, transformant les compétences forgées dans des ombres classifiées en outils de protection et d'autonomisation plutôt que d'élimination. Son choix n'a pas effacé sa légende ni diminué ses capacités, mais les a plutôt transformées en quelque chose de plus durable que n'importe quel succès opérationnel. Dans les couloirs d'hôpitaux et les installations de formation, elle est devenue la preuve que les guerriers les plus dangereux sont souvent ceux qui choisissent la miséricorde plutôt que la vengeance, la guérison plutôt que la destruction. Car parfois, la plus grande arme contre les ténèbres n'est pas les armes à feu avancées ou les techniques classifiées, mais les mains stables de quelqu'un qui sait comment rassembler les morceaux brisés et les rendre plus forts qu'ils ne l'étaient avant d'être fracassés par des forces dépassant l'entendement civil.